Mon téléphone était posé face contre table sur la table de chevet quand je me suis réveillé. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas la lumière filtrant à travers les rideaux, pas le silence d'un dimanche matin. Le téléphone face contre table, de la manière dont je l'avais posé la veille parce que j'avais décidé consciemment, délibérément, que j'en avais fini d'être disponible. Je l'ai retourné. 159 appels manqués. Je suis resté immobile un long moment. J'ai juste regardé ce chiffre. Puis j'ai ouvert le SMS qui se trouvait sous tous ces appels et je l'ai lu lentement. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur lui. J'ai posé le téléphone sur le drap à côté de moi et je me suis assise. Je m'appelle Marley Tillman. J'ai 48 ans et je bâtis des choses depuis bien avant que la plupart des gens dans ma vie ne comprennent ce que je faisais. Il y a 16 ans, j'ai fondé Tillman Logistique depuis une chambre d'amis avec un seul contrat de fret et un plan d'affaires que j'avais réécrit 11 fois. Aujourd'hui, c'est une entreprise de logistique et de chaîne d'approvisionnement de taille moyenne avec des contrats régionaux dans tout le sud-est. Je l'ai bâti avant Graham, avant la maison de Buckhead, avant tout ce qui s'est passé il y a 3 mois. J'ai besoin que vous compreniez cela avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre, avant que je ne vous raconte ce qui m'a été dit à ma propre table. Si vous regardez ceci, indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Je veux savoir où vous vous trouvez dans le monde en ce moment même avec moi. La fête des mères, ma salle à manger, une table que j'avais dressée moi-même parce que je croyais encore, à ce moment-là, que ce geste avait de l'importance. Graham était en bout de table. Silencieux, de cette manière bien spécifique dont il se taisait depuis des semaines. Pas un silence paisible, un silence contrôlé. Le genre de silence qu'un homme maintient lorsqu'il se concentre pour garder une chose séparée d'une autre. Je l'avais remarqué. Je ne l'avais pas encore nommé. Colt avait bu. Je ne dis pas cela pour lui trouver une excuse. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que ce qui est sorti de lui ce soir-là couvait manifestement sous la surface bien avant que le vin ne l'aide à s'exprimer. Il m'a regardé droit dans les yeux de l'autre côté de la table et a dit « Mais je ne vais pas atténuer ses propos, car ils ne méritent pas d'être atténués, tu es une briseuse de ménage. Ton visage noir m'énerve dans ma maison, à ma table, le jour de la fête des mères. » Je me suis tourné vers Graham. J'ai observé son visage. Je l'ai regardé tendre la main vers son verre. Je l'ai regardé boire une lente gorgée, reposer le verre et fixer un poing derrière mon épaule gauche, comme si je ne venais pas de me faire agresser ainsi par son fils dans une maison qui m'appartenait. Il n'a rien dit. Pas un reproche, pas mon nom, pas un seul mot. Ce silence m'a appris tout ce que 16 ans de création d'entreprise n'auraient pu me préparer à affronter. Ce n'était pas le silence d'un homme pris au dépourvu. C'était le silence d'un homme qui avait déjà fait son choix et attendait simplement que la scène se termine. Je me suis levé. Je suis monté à l'étage. J'ai sorti 2 valises du placard et j'ai emballé ce dont j'avais besoin. Pas tout, juste assez. Je n'ai pas claqué les portes. Je ne leur ai pas dit un mot en partant. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon ami Odessa, je me suis assise dans sa cuisine et je me suis accordé exactement 1 heure. Puis j'ai appelé Sutton Grave. 3 mois plus tard, j'étais assise dans cet appartement de Midtown avec 159 appels manqués sur mon écran et un SMS que j'avais lu 4 fois. J'ai repris mon téléphone. J'ai tapé 2 mots et j'ai appuyé sur envoyer, je sais. La nuit où j'ai appelé Sutton Grave, j'étais assise à la table de la cuisine d'Odessa avec une tasse de thé à laquelle je n'avais pas touché, et une lucidité presque violente tant elle était survenue soudainement. Car les signes avaient été là. Absolument tous. Et le plus dérangeant n'était pas que je les ai ratés. C'était que je les avais vus, analysés et classés sous des motifs qui semblaient logiques à l'époque. C'est ce que j'ai besoin que vous compreniez avant que vous ne me demandiez pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt. Tillman Logistique a connu sa plus forte année de croissance il y a 14 mois. Je voyageais 1 semaine sur 2. Charlotte, Memphis, Houston, Jacksonville. Je signais des contrats qui allaient porter l'entreprise sur les 3 années suivantes. Je bâtissais. Et quand on bâtit à ce niveau, on fonctionne à la confiance. On y est obligé. On ne peut pas faire grandir quelque chose de réel tout en auditant simultanément chaque personne qui s'y trouve. Graham gérait les opérations quotidiennes depuis 2 ans à ce moment-là. Il connaissait les fournisseurs, les contrats, le personnel. Lorsqu'il a commencé à se positionner comme le contact principal pour nos relations avec les fournisseurs du Sud-Est,
j'y ai vu de l'initiative, un homme s'affirmant dans le rôle que je lui avais confié. Les fournisseurs réagissaient bien avec lui. Les réunions se déroulaient sans accroc. Je n'avais aucune raison de chercher ce qui se cachait derrière cette fluidité, mais je me souviens de la première fois où quelque chose a semblé clocher, et je me suis convaincu du contraire en moins d'une minute. Nous étions à table, un mardi. Son téléphone était posé face contre table. Je l'ai remarqué parce qu'il avait été posé ainsi à chaque dîner depuis 3 semaines consécutives. Je me souviens avoir pensé, il est attentionné. Il sait que j'accorde de l'importance à sa présence à table. C'est l'explication que j'ai choisie. Et je l'ai choisie parce que j'avais construit un mariage sur le principe que l'homme en face de moi méritait le bénéfice du doute. 4 mois de téléphone retourné. J'ai continué à me raconter la même histoire. Puis, il y a eu cette réunion d'équipe. Rien de dramatique. C'était bien là le problème. L'une de nos coordinatrices de compte a mentionné que Graham avait demandé aux fournisseurs de faire passer certaines communications directement par lui avant qu'elles ne soient transmises en copie à l'équipe de direction. L'explication tenait la route. Nous grandissions. Les canaux de communication commençaient à s'embrouiller. Centraliser les points de contact était une décision opérationnelle normale. Je l'ai approuvé sans y réfléchir à 2 fois. Aujourd'hui, je comprends que l'information est plus facile à manipuler lorsque les gens croient qu'elle est simplement en cours de réorganisation. Ensuite, il y a eu le week-end à Charlotte. Il a assisté à une conférence sur la distribution, du moins c'est ce qu'il a dit. Quand il est revenu le dimanche soir, j'ai posé les questions habituelles. Comment ça s'est passé? Avec qui as-tu noué des contacts? Quelque chose d'utile? Ses réponses étaient complètes, assez précises pour sembler réelles, assez fluides pour que je remarque cette fluidité et l'écarte aussitôt. Parce que des réponses répétées et des réponses assurées peuvent sembler identiques tant que l'on ne cherche pas la différence. Pas de cordon de badge, pas de carte de visite, pas un seul nom que je reconnaissais dans le secteur de la logistique du Sud-Est. Je me suis dit qu'il n'était tout simplement pas du genre à collectionner les documents de conférence. Celui que j'ai le plus complètement occulté est survenu 6 semaines avant la fête des mères. Le nom d'un fournisseur est apparu sur une demande d'autorisation de paiement que Graham avait déjà préapprouvée avant qu'elle n'arrive sur mon bureau. Un nom que je ne reconnaissais pas. Je l'ai interrogé à ce sujet. Il m'a répondu qu'il s'agissait d'un nouvel accord avec un fournisseur privilégié, encore en cours de traitement dans le système de l'entreprise. La paperasse avait un peu de retard. Rien d'inquiétant. Son ton était détendu, serviable, le ton d'un homme qui gère les détails pour m'éviter de le faire. Je l'ai remercié et je suis passé à autre chose. J'ai rejoué ce moment dans ma tête plus de fois que je ne peux le compter. Alors, quand je me suis assise dans la cuisine d'Odessa ce soir de fête des mères et que la forme globale de ces 14 mois s'est enfin dessinée devant moi, le téléphone, la conférence, le fournisseur, cette assurance qui ne concernait jamais tout à fait le travail, je n'ai pas appelé Graham. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je ne suis pas resté là à attendre. J'ai appelé Sutton Grave. Sutton est une avocate spécialisée en contentieux civil basée à Atlanta. Elle s'occupe des fraudes commerciales, des litiges sur les biens matrimoniaux et du genre de démêlés financiers qui exigent quelqu'un sachant exactement où chercher et comment documenter ses découvertes. Elle m'a dit qu'elle engagerait un expert comptable judiciaire dans la semaine, quelqu'un qui éplucherait ligne par ligne chaque transaction que Tillman Logistique avait traitée pendant la période où Graham avait le contrôle opérationnel. Elle m'a dit de ne toucher à rien, de ne rien changer, de ne rien dire. Je lui ai dit que je comprenais. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je soupçonnais déjà que le nom du fournisseur sur cette autorisation de paiement n'était que le début. L'expert comptable engagé par Sutton a commencé par les autorisations de paiement. C'est toujours par là que ces affaires commencent. Non pas par des preuves spectaculaires, pas par un flagrant délit, mais par la paperasse, cette piste de papier tranquille et sans éclat qu'une personne prudente construit sur des mois, croyant que personne ne regarde d'assez près pour la suivre. Dès les 2 premières semaines, 3 choses ont fait surface, des paiements de fournisseurs envoyés à un nom de prestataire qui n'apparaissait nulle part dans la base de données des fournisseurs agréés de Tillman Logistique. Des documents d'autorisation de contrat portant la seule signature de Graham pour des montants qui, selon notre politique interne, exigeaient ma co-signature au-delà d'un certain seuil et un modèle récurrent, non pas des irrégularités aléatoires, mais un rythme ciblant des mois précis. Des cycles de contrats précis, le genre de rythme qui n'existe que lorsque quelqu'un comprend assez bien le calendrier interne pour se déplacer dans ses angles morts.
Sutton m'a appelé après la 2e semaine et a utilisé un mot qu'elle n'avait pas employé jusqu'alors, délibéré. J'ai ruminé ce mot pendant 2 jours avant de lui rendre son appel. C'est durant ces 2 jours que Levette Corps m'a contacté. 9 ans. C'est le temps que Levette avait passé chez Tillman Logistique quand j'ai quitté ma propre maison avec 2 valises. Elle avait débuté comme coordinatrice administrative lors de notre première expansion majeure et était devenue depuis la colonne vertébrale opérationnelle de l'entreprise. C'était la femme qui savait où se trouvait chaque contrat, qui avait signé quoi, quelles relations fournisseurs étaient solides et lesquelles ne tenaient que par un seul bon trimestre. À travers 2 expansions et une récession, elle ne m'avait jamais présenté un problème sans apporter également une proposition de solution. Son SMS faisait 4 mots, « Pouvons-nous parler en privé ?» Je l'ai appelée dans l'heure. Elle m'a demandé si nous pouvions nous voir en personne, pas au bureau, dans un endroit calme. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Decatur un mardi matin. Elle était déjà installée à mon arrivée, un dossier posé sur la table devant elle, ses 2 mains serrées autour de sa tasse. Elle avait l'air d'une femme qui portait quelque chose de lourd depuis bien plus longtemps qu'il n'était raisonnable, et qui avait finalement décidé qu'elle ne pouvait plus le porter seule. Nous avons commandé. Nous avons échangé ces quelques phrases polies et prudentes propres à 2 personnes qui se respectent trop pour faire semblant. Puis j'ai regardé le dossier et je l'ai regardé. Elle l'a fait glisser sur la table sans dire un mot. Je l'ai ouvert. Le premier document était une autorisation de paiement. Le nom du fournisseur en haut de page était Whitfield Supply Partners. Je n'avais jamais vu ce nom dans aucun dossier de Tillman Logistique, sur aucune liste de fournisseurs agréés, dans aucune correspondance contractuelle, rien. L'autorisation était datée de 11 mois plus tôt. La signature au bas du document était celle de Graham. La mienne était absente. Je suis passé à la page suivante. Une autre autorisation. Même fournisseur. Montant différent. Même absence de co-signature. J'ai refermé le dossier. Levette prit alors la parole à voix basse, les yeux fixés sur sa tasse. Elle me raconta qu'elle avait signalé une ligne d'écriture irrégulière à Graham lui-même 3 mois avant mon départ. Il lui avait donné la même explication qu'à moi, un nouvel accord de fournisseur privilégié en cours de validation par l'entreprise. Rien d'inquiétant. Elle l'avait cru pendant 3 semaines. Puis l'autorisation suivante était apparue. Puis une autre. Elle avait commencé à imprimer discrètement les documents et à les archiver chez elle parce qu'elle ignorait avec qui d'autres Graham avait tissé des liens au sein de l'entreprise. Elle ne savait pas qui surveillait. Elle n'était pas prête à formuler une accusation qui ne pouvait pas être prouvée et qui risquait de se retourner contre elle pour la détruire. Elle protégeait son gagne-pain. Elle me protégeait. Elle leva les yeux en finissant de parler, et je vis que ces 2 vérités étaient tout aussi réelles l'une que l'autre et lui avaient coûté tout autant. J'ai posé ma main à plat sur le dossier. Je lui ai dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que Whitfield n'était pas seulement le nom d'un fournisseur. Je l'avais vu passer ailleurs, tout à fait ailleurs. Sutton a étalé les documents sur la table de conférence dans un ordre précis pas par ordre alphabétique ni chronologique, mais par ordre de gravité. J'ai compris cela sans qu'on ait besoin de me le dire, car j'avais bâti une entreprise et je savais comment une personne qui comprend l'importance des choses organise l'information. L'expert comptable judiciaire avait été minutieux. Whitfield Supply Partners, une société à responsabilité limitée enregistrée dans l'État de Géorgie. Unique agent enregistré, Avery Whitfield. Enregistré il y a 14 mois, 3 mois après le retour de Graham et moi de notre voyage d'anniversaire à Savannah. Je me souviens de ce voyage. Je me souviens avoir pensé qu'il semblait plus léger ce week-end-là qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je comprends maintenant ce qu'était cette légèreté. Le nom me frappa avant le reste des informations. Non pas que je connaisse Avery Whitfield personnellement, mais j'avais déjà entendu ce nom. Une fois, lors d'un événement d'entreprise 18 mois plus tôt, une simple mention de passage par Graham quand je lui avais demandé qui avait aidé à coordonner une présentation de fournisseurs dont il semblait particulièrement satisfait. Rien de mémorable à l'époque, juste un nom dans une discussion qui avait duré moins de 30 secondes. Puis à nouveau, des mois plus tard, un SMS avait clignoté sur son téléphone pendant que nous regardions la télévision. Avery, sans nom de famille, juste Avery. Je me souviens lui avoir demandé s'il s'agissait de quelqu'un du travail. Il avait répondu oui. Je n'y avais plus jamais pensé. Puis je me souviens d'autre chose. Une réception de fin d'année l'année précédente.
Une femme debout près du bar décrivant Graham pendant que je terminais une conversation avec l'un de nos prestataires. Rien d'inapproprié, rien de théâtral, juste de la familiarité. Le genre de choses que l'on remarque à peine quand on a confiance en la personne qu'on a épousée. J'avais traversé la pièce quelques minutes plus tard et elle était partie. Sur le moment, je n'avais pas demandé qui elle était. Maintenant, je me demandais si je n'avais pas déjà la réponse, jusqu'à ce que Sutton fasse glisser l'enregistrement de la société sur la table. Je fixais à présent le nom associé à une SARL qui avait discrètement encaissé des centaines de milliers de dollars provenant de contrats que mon entreprise avait décrochés. Sutton m'expliqua la structure sans se presser. Graham n'avait pas simplement détourné des petites sommes à l'occasion. Je veux être précise sur cette nuance car elle a son importance. Le détournement opportuniste est une question d'occasion. Ce que Graham avait mis en place était une architecture délibérée. Il avait pris 3 des contrats actifs de Tillman Logistique dans le sud-est et avait discrètement réacheminé la ligne de paiement des fournisseurs en passant par Whitfield Supply Partners comme intermédiaire. Sur le papier, Whitfield apparaissait comme un fournisseur rendant un service. In practice, c'était une entité de collecte. Les paiements y entraient. Graham empochait la marge comme revenu personnel. Les contrats continuaient de s'exécuter, de sorte que rien ne clochait en surface. Les fournisseurs établis dans notre réseau étaient payés un peu moins via une facturation ajustée que Graham contrôlait. Personne ne se plaignait parce que les écarts étaient assez faibles pour être absorbés. 11 mois, 34 transactions distinctes, 340 000 $. Il avait utilisé son autorité opérationnelle comme instrument. Il avait utilisé l'accès que je lui avais donné comme porte d'entrée, et il avait utilisé la confiance que je lui accordais comme excuse pour que personne ne regarde de près sa signature sur ses autorisations. Sutton me laissa digérer ce chiffre un instant avant de continuer. Puis elle me parla de Douglas Fitch. Fitch était un avocat spécialisé dans les divorces, associé d'un cabinet de taille moyenne à Atlanta, le genre de cabinet qui s'occupe de litiges matrimoniaux à gros enjeux pour des clients qui souhaitent établir leur stratégie juridique discrètement avant que tout ne devienne officiel. Sutton connaissait son nom par le milieu juridique d'Atlanta, de la manière dont les avocats se connaissent entre eux, pas personnellement, mais de réputation et par les affaires qui circulent dans certains cercles. Graham avait rencontré Fitch. Des discussions préliminaires sur ses options juridiques en cas de procédure de divorce. Ce qui inquiétait Sutton n'était pas le rendez-vous en soi. Les gens engagent des avocats, c'est leur droit. Ce qui l'inquiétait, c'était qu'Avril Whitfield avait été présente lors d'au moins une de ces conversations, non pas en tant que cliente, mais en tant que participante. Et ce dont Avril avait été témoin dans cette pièce n'était pas protégé par le secret professionnel de l'avocat, car cette protection s'appliquait uniquement à Graham. Sutton le dit clairement, Graham n'attendait pas que je fasse le premier pas. Il construisait déjà sa défense. Il la construisait pendant que je dormais encore dans cette maison. J'ai regardé les documents étalés sur cette table, l'enregistrement de la SARL, les relevés de transactions, la chronologie présentée dans des colonnes si propres et précises qu'on aurait presque pu les admirer si l'on ne savait pas ce que l'on avait sous les yeux. Et quelque chose s'est installé en moi que je n'avais plus ressenti depuis la fête des mères. Pas de la colère. La colère était venue et repartie dans la cuisine d'Odessa 3 mois plus tôt. C'était quelque chose de plus froid et de plus utile que la colère. C'était ce sentiment que je connaissais bien, hérité des premières années de la création de Tillman Logistique, lorsqu'un contrat s'effondrait ou qu'un partenaire s'avérait peu fiable, et que je devais m'asseoir face aux décombres pour décider non pas s'il fallait continuer, mais exactement comment le faire. Graham ne m'avait pas pris au dépourvu. Il s'était simplement dévoilé selon un calendrier qu'il contrôlait. Désormais, le calendrier m'appartenait. J'ai dit à Sutton de tout préparer. Elle m'a demandé jusqu'où je voulais aller. Je n'ai pas hésité. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table d'angle près de la fenêtre, les 2 mains serrées autour d'un verre d'eau auquel il n'avait pas touché. Enveloppé de cette immobilité particulière propre à quelqu'un qui a répété ce qu'il veut dire depuis si longtemps que les mots ont cessé de sembler réels. Il paraissait à la fois plus jeune et plus vieux que ses 21 ans. Ce mélange bien spécifique qui ne découle que de quelques mois passés face aux conséquences de ses actes. Le verre d'eau n'était pas la seule chose intacte. Il y avait une assiette devant lui, la moitié d'un sandwich froid, un reçu plié en 4. Le genre de déjeuner que l'on commande uniquement parce que s'asseoir à une table sans rien prendre est bizarre, pour s'apercevoir ensuite qu'on est incapable d'avaler quoi que ce soit. J'ai remarqué tout cela avant de m'asseoir.
J'ai aussi remarqué qu'il ne me regardait jamais tout à fait en face. Pas au début, non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il avait honte. Il y a une différence. J'ai commandé un café. Je me suis assise. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fait la grimace. Et je ne lui ai rien laissé lire sur mon visage parce que je n'avais pas encore décidé de ce que je ressentais. C'était la vérité. J'avais conduit jusqu'à Virginia Island dans un état de neutralité prudente, et j'avais bien l'intention d'y rester jusqu'à ce que je comprenne pourquoi j'étais assise en face de mon beau-fils pour la première fois depuis qu'il m'avait dit que mon visage noir l'énervait à ma propre table. Il a parlé le premier. Il a dit, Marley, juste mon prénom, comme une porte qui s'ouvre. Puis il a dit que c'était lui qui avait passé tous ses appels. Il a ajouté qu'il savait de quoi cela avait l'air et qu'il n'appelait pas pour demander quoi que ce soit, si ce n'est que je l'écoute. Lui, dans le SMS faisait référence à Graham. Il se passait des choses qu'il estimait nécessaire que je sache. Il a prononcé cette dernière phrase avec précaution, comme un jeune homme de confiance qu'il livrait quelque chose qui ne pourrait plus lui être rendu. Je lui ai dit de continuer. Il m'a raconté qu'Avery s'était installé dans la maison 3 semaines après mon départ. Pas progressivement, mais totalement. Ses affaires, sa présence, sa place en bout d'une table que j'avais achetée. Graham n'en avait pas discuté avec Colt, ne lui avait pas demandé son avis, il était simplement rentré chez lui un vendredi avec elle et un camion de déménagement, dégageant une assurance qui montrait clairement que cet arrangement domestique était déjà acté. Sa pension s'est arrêtée le mois suivant, sans aucune explication. Une semaine elle était là, la suivante plus rien. Colt avait appelé Graham 3 fois à ce sujet. Graham avait répondu une fois pour lui dire qu'il devait apprendre l'indépendance financière. Il avait dit cela avec l'aisance particulière d'un homme qui a déjà rompu tout lien affectif et attend simplement que l'autre s'en rende compte. Puis vint la question de la maison. Graham avait dit à Colt que l'organisation du logement allait changer. Pas immédiatement, mais bientôt. Ce mot, bientôt, faisant tout le travail d'une conversation que Graham ne voulait pas réellement avoir. À un moment donné, Colt s'est arrêté de parler, non pas parce qu'il avait fini, mais parce qu'il semblait avoir perdu le fil de ses pensées. Ses yeux se sont brièvement posés sur la table. Quand il a repris, sa voix était plus basse. Il m'a dit qu'il comprendrait si je ne le croyais pas. Il comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler. Puis il a continué avant que je ne puisse répondre. Cela comptait plus pour moi que n'importe quelles excuses. Il ne demandait pas à être pardonné, il continuait simplement son récit. Puis il s'est penché légèrement en avant et son ton a changé. Il m'a parlé de réunions, les après-midi de week-end, dans le salon, avec des hommes qu'il ne connaissait pas, des conversations en tenue décontractée de bureau qui s'interrompaient dès que Colt passait par là. Il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'affaires normales. Graham avait toujours des affaires en cours, mais ces interruptions brutales le dérangeaient. Cette façon qu'a une pièce de changer d'atmosphère quand quelqu'un y pénètre alors qu'il n'est pas censé y être. Un homme est venu 3 fois en l'espace de 2 mois. Une Audi gris foncé, un porte-document en cuir. Le même à chaque visite. Colt l'avait vu serrer la main de Graham sur le pas de la porte une fois, et quelque chose dans la poignée de main, une certaine familiarité, lui avait semblé différent d'un rendez-vous professionnel classique. Et un après-midi, alors que la porte du bureau de Graham était ouverte et que Colt passait dans le couloir, et ça des documents étalés sur le bureau. Il ne s'est pas arrêté, mais il a aperçu une partie du nom d'une entreprise sur la feuille du dessus avant que la porte ne se referme sous la main de Graham, Whitfield. Je suis resté de marbre. Au moment de nous lever pour partir, je l'ai regardé droit dans les yeux de l'autre côté de la table et je lui ai dit la seule chose que j'avais décidé de lui dire avant de franchir cette porte, je ne suis pas en colère contre toi. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Certaines phrases ont plus de poids lorsqu'elles restent sans réplique. J'ai appelé Sutton depuis la voiture avant même de quitter Virginia Island. Je n'ai pas commencé par mentionner le nom de Colt ni expliquer notre rencontre. Je lui ai simplement rapporté ce que j'avais appris, et elle a écouté de la manière dont les bons avocats écoutent, sans m'interrompre, sans réagir, avec cette qualité de silence bien particulière qui signifie que chaque mot est en train d'être enregistré dans un endroit précis et permanent. L'homme au porte-document en cuir. L'Audi gris foncé. 3 visites à la maison de Bucket dans l'espace de 2 mois. Toujours la même mallette, toujours la même entrée discrète et la même sortie encore plus discrète. Un homme suffisamment à l'aise avec cet arrangement pour revenir,
ce qui signifiait qu'il n'était pas un simple prospect qu'on cherchait à séduire. Il faisait déjà partie de ce que Graham avait construit. Sutton m'a dit qu'elle allait croiser cette description avec les répertoires du personnel des partenaires contractuels dont les paiements avaient été réacheminés vers Whitfield Supply Partners. Je lui ai dit que l'immatriculation du véhicule pourrait être retrouvée grâce aux visites si le quartier de Graham disposait d'un système de caméras géré par l'association des copropriétaires, ce qui était le cas de la propriété de Buckhead. Elle m'a dit qu'elle allait creuser cette piste. Elle m'a rappelé en moins de 48 heures, non pas avec une certitude absolue, mais avec une suite logique d'éléments. L'association des copropriétaires disposait d'une couverture caméra à l'entrée principale. Les images n'étaient pas parfaites, mais elles suffisaient pour établir les dates et les entrées de véhicules. 3 visites correspondaient au week-end décrit par Colt. La même Audi gris foncé apparaissait à chaque fois. À partir de là, l'enquêteur de Sutton a commencé à réduire les possibilités par la méthode lente, immatriculation de véhicules, habitudes des visiteurs, liste de personnel des partenaires contractuels, personnes liées aux entreprises spécifiques figurant déjà dans l'analyse comptable. La plupart des noms ont été rapidement écartés. Les dates ne coïncidaient pas, les véhicules ne correspondaient pas, les rôles professionnels n'avaient aucun sens. Un seul nom a survécu à chaque tri. Un contact opérationnel de niveau intermédiaire dans une entreprise de distribution dont les contrats dans le sud-est avaient été parmi les premiers réorientés vers Whitfield. L'immatriculation correspondait, les dates de visite correspondaient, et les relevés téléphoniques obtenus ultérieurement par voie légale le situaient au même endroit lors de 2 de ses visites. Son rôle au sein de l'entreprise le plaçait exactement dans la position idéale pour faciliter ce que l'expert comptable cherchait à confirmer, non seulement que les paiements étaient détournés, mais que quelqu'un à la réception les validait activement sans déclencher d'alerte interne. Les pistes de papier montrent les mouvements. Les gens montrent l'int. Sutton tenait désormais les deux. Elle utilisa un mot qu'elle n'avait plus employé depuis notre première conversation, solide. Je m'en suis tenu à cela exactement le temps qu'il fallait. Puis j'ai agi, car c'est là toute la spécificité de bâtir quelque chose à partir de rien. On apprend très tôt que l'information sans action n'est que de la simple constatation. Et la constatation seule n'a jamais rien protégé. J'avais passé 16 ans à prendre des décisions sous pression, avec des informations incomplètes et un instinct aiguisé par chaque erreur assimilée en cours de route. Cette fois-ci ne faisait pas exception. Le filet se resserrait sur Graham. Et ce qui me restait à l'esprit, ce n'était pas l'Audi, ni l'enquêteur, ni même la confirmation que quelqu'un d'extérieur à mon entreprise l'avait aidé. C'était la prise de conscience que ces réunions s'étaient tenues dans ma maison, dans des pièces que je payais, à une table où j'avais servi des dîners. Pendant que je dormais encore à ses côtés et croyais que nous bâtissions le même avenir. C'était cela le plus persistant, non pas la fraude, mais l'accès qu'il avait eu. J'avais besoin de m'assurer que ma position soit inattaquable avant que quoi que ce soit ne soit révélé publiquement. J'ai commencé par les comptes, tous les avoirs conjoints que Graham et moi avions établis pendant le mariage. J'ai séparé mes finances personnelles de manière nette, travaillant avec Sutton pour m'assurer que chaque mouvement soit documenté et justifiable, non pas caché, mais documenté. Il y a une différence juridique majeure et je la comprenais. Je ne retirais pas des actifs. J'établissais avec une clarté administrative absolue ce qui m'avait toujours appartenu, ce qui avait été détenu conjointement, et ce que la distinction entre ces deux catégories signifiait devant un tribunal de Géorgie. Puis vint la documentation relative à la propriété de Tillman Logistique. Sutton et moi avons passé 2 séances à éplucher l'historique des statuts de l'entreprise, les statuts d'origine, les registres de propriété, les dates. Tillman Logistique avait été fondé il y a 16 ans, soit 7 ans avant que Graham Ellsworth n'apparaisse dans ma vie. Ce fait était déjà acquis. Ce que nous faisions, c'était le rendre incontestable, consolider les preuves écrites si parfaitement que toute revendication future que Graham tenterait d'apposer sur l'entreprise ne trouverait aucune prise. Il avait son architecte. J'avais désormais la mienne. Ce que je n'avais pas dit à Sutton, ce que je n'avais dit à personne, c'est que j'étais passé devant la maison de Buckhead le soir même après avoir rencontré Colt. Pas lentement, pas de façon visible, juste une fois à vitesse normale, dans une voiture que Graham ne m'avait jamais vu conduire car je l'avais achetée 3 semaines après mon départ. Les lumières de la pièce de devant étaient allumées. Il y avait une Audi gris foncé garée le long du trottoir. J'ai continué ma route sans m'arrêter et je n'ai rien ressenti de dramatique face à ce que je venais de confirmer. Je l'ai simplement ajouté à ce que je savais déjà et j'ai continué d'avancer. C'était la seule direction qui comptait désormais.
J'avais tout. C'est la partie dont personne ne vous parle, l'angoisse bien spécifique d'avoir tout ce dont on a besoin mais de s'entendre dire d'attendre. L'audit comptable était net et documenté. La SARL était tracée et reliée à ses bénéficiaires. Les informations fournies par Colt avaient permis de relier la piste de papier à un être humain qui pouvait être interrogé. La documentation de propriété de Tillman Logistique était consolidée et incontestable. Sutton avait tout ce qu'il fallait pour déposer plainte, et j'avais tout ce qu'il me fallait pour regarder Graham Ellsworth comprendre en temps réel qu'il s'en était pris à la mauvaise femme. Sutton m'a dit d'attendre. Elle l'a dit avec précaution, comme elle disait tout, sans fioriture, sans édulcorer. Elle m'a expliqué que lancer la procédure avant que Graham ne se soit pleinement engagé dans sa position juridique signifiait donner à son avocat la possibilité de reformuler le récit des faits. Elle voulait que Douglas Fitch soit bloqué dans une stratégie bien précise avant que nous n'agissions. Un avocat de la défense pris en pleine préparation commet des erreurs qu'un avocat bien préparé ne fait pas. Nous avions besoin que Graham se sente assez en confiance pour avoir abattu toutes ses cartes avant que nous n'y répondions. Je lui ai dit que je comprenais. Puis j'ai conduit chez Odessa. Elle était dans sa cuisine comme chaque jeudi soir. Quelque chose mijotait sur la cuisinière, les informations passaient en sourdine, l'atmosphère bien particulière d'une femme dont la maison avait toujours été un endroit où l'on pouvait exprimer les vérités difficiles à voix haute. Je me suis assise à sa table et je lui ai raconté où en étaient les choses. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a dit, ne bouge pas encore. Je l'ai regardée. She said she wasn't telling me to be patient because patience was what women were supposed to perform while men finished doing their damage. She told me to wait because she had lived inside this architecture before. Not my situation. Her own version of it years ago. A man who believed he was managing a woman and had already underestimated and who kept making decisions based on that belief right up until the moment it destroyed him. Elle a dit, la chose la plus dangereuse que tu puisses faire en ce moment, c'est d'agir avant que Graham ait fini de s'enfoncer dans son erreur. Un homme qui se croit en avance cesse de regarder ce qu'il y a derrière lui. Graham fonctionne actuellement sur l'hypothèse que ton silence est synonyme de chagrin. Que ton absence de l'entreprise est un retrait, que la femme qu'il a installée, utilisée et humiliée est partie s'isoler pour se remettre de ce qu'il lui a fait. Elle s'est penchée légèrement en avant et a ajouté, laisse-le continuer à croire cela. J'ai longtemps réfléchi à cela après avoir quitté sa maison, parce qu'elle avait raison de cette façon dont seule une personne ayant payé elle-même pour retenir la leçon peut avoir raison. Une partie de moi voulait lancer la procédure immédiatement, non pas par stratégie, mais pour se soulager, pour la satisfaction de voir son téléphone s'allumer avec une notification à laquelle il ne s'attendait pas. Mais la satisfaction n'était pas le but. Le but était d'avoir un dossier complet. Le but était d'avoir un dossier si solide que Douglas Fitch ouvrirait la réponse à la requête et comprendrait immédiatement qu'il n'y avait aucune issue possible pour son client. Le SMS de Graham est arrivé un mercredi soir, Marley, je pense que nous devrions parler de l'entreprise. Il y a des points qui requièrent de l'attention et je préférerais que nous les gérions entre nous avant que cela ne devienne compliqué. Tiens-moi au courant de tes disponibilités. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table sur le comptoir de la cuisine et j'ai fini de préparer le dîner. Il avait écrit ce message en pensant que j'étais quelque part en train de pleurer mon sort. En croyant que mon silence des dernières semaines était le silence d'une femme blessée incapable de réagir. Il avait contemplé tout ce que j'avais bâti et décrété que la seule version de moi qui comptait était celle assise à cette table de fête des mères, attendant qu'il daigne parler. Il n'avait pas une seule seconde envisagé que j'avais déjà parlé, mais simplement pas à lui. 10 jours de silence. Je n'avais pas répondu au SMS de Graham, et il n'en avait pas envoyé d'autres. Ce silence en disait long. Un homme désireux de résoudre sincèrement un problème commercial aurait relancé sous 48 heures. Le fait qu'il ne l'ait pas fait signifiait qu'il avait délégué la suite des opérations à quelqu'un d'autre. Sutton m'a appelé un jeudi matin pour m'informer que Douglas Fitch l'avait contacté. Je me suis assise avant même qu'elle ne finisse sa première phrase. Fitch avait envoyé un courrier officiel. Graham revendiquait une part de propriété dans Tillman Logistique. Sa position était que ses contributions opérationnelles durant le mariage avaient sensiblement accru la valeur de l'entreprise, et que cette plus-value constituait un bien matrimonial soumis à un partage équitable en vertu des lois de Géorgie. Il ne demandait pas à discuter. Il posait un jalon juridique sur une entreprise que j'avais bâtie 7 ans avant même de connaître le nom de son client.
J'ai écouté Sutton lire les passages clés du courrier sans dire un mot. Quand elle eut fini, je lui ai demandé ce qu'elle allait répondre. Elle m'a dit qu'elle avait déjà rédigé le projet de réponse. Graham avait été un employé salarié de Tillman Logistique dès le jour où il avait pris ses fonctions, rémunéré au tarif du marché. Il avait signé à l'époque un contrat de travail qui le classait explicitement comme personnel opérationnel, non pas comme associé, ni comme participant au capital, ni comme actionnaire d'aucune sorte. Son travail pour l'entreprise durant le mariage était un travail rémunéré, chaque heure, chaque réunion, chaque appel fournisseur avait fait l'objet d'une compensation financière. Selon la loi de Géorgie, une entreprise fondée avant un mariage reste la propriété exclusive de son fondateur, à moins que le conjoint non propriétaire n'ait apporté des contributions non rémunérées ayant directement et manifestement accru la valeur de l'entreprise. Graham n'avait pas travaillé gratuitement. Il avait travaillé pour un salaire que j'avais moi-même fixé et approuvé. La lettre de Sutton faisait 2 paragraphes. Elle fermait toutes les portes que Fitch avait tenté d'ouvrir et ne laissait aucune brèche par laquelle s'engouffrer à nouveau. Je lui ai dit de l'envoyer. Puis je suis resté assise un moment, le téléphone à la main. Non pas à cause de la loi, mais à cause de l'audace. Le même homme qui était resté assis à ma table le jour de la fête des mères sans rien dire pendant que son fils me traitait de briseuse de ménage. Le même homme qui m'avait regardé quitter une maison qui m'appartenait sans esquisser le moindre geste pour me retenir. Le même homme qui avait installé une autre femme dans cette maison quelques semaines plus tard. Et maintenant, il voulait aussi l'entreprise. Pas seulement mon mariage, pas seulement ma maison. Cette entreprise qui comptait plus que n'importe quelle revendication juridique ne le pourrait jamais, car les requêtes échouent chaque jour. C'est la conviction qui les sous-tend qui vous révèle qui est réellement une personne. Puis Sutton m'annonça qu'il y avait autre chose. L'expert comptable judiciaire avait effectué une analyse plus approfondie, remontant bien au-delà de la chronologie de Whitfield Supply Partners. Et ce qui a fait surface lors de cette vérification plus poussée a bouleversé tout ce que je pensais avoir compris sur le moment où tout cela avait commencé. 14 mois avant même que Whitfield Supply Partners ne soit enregistré, bien avant qu'Avery Whitfield n'apparaisse dans l'équation, Graham avait facturé un prestataire fantôme sur les budgets des projets de Tillman Logistique. Pas de gros montants, c'était là toute la précision du procédé. De petites sommes, à intervalles irréguliers, rien qui ne puisse déclencher une alerte automatique ou attirer l'attention de quiconque effectuant un contrôle de routine. Une saignée patiente, méthodique, étalée sur 14 mois, qui avait généré $180 000 supplémentaires. Il faisait cela avant qu'elle ne soit dans sa vie. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. L'infidélité, la SARL, les contrats détournés, j'avais jusque-là perçu ces éléments comme liés. L'histoire d'un homme qui avait trouvé quelqu'un d'autre et construit une stratégie de sortie autour d'elle. Mais cette seconde couche de fraude datait d'avant tout cela. Ce n'était pas une stratégie de sortie. C'était tout simplement qui était Graham Ellsworth avant que je ne lui sois utile, pendant que je lui étais utile, et après qu'il eut décidé que j'avais cessé de l'être. Le montant total identifié sur les 2 niveaux de fraude s'élevait désormais à environ $520 000. 25 mois, 2 mécanismes distincts, une seule et unique intention constante. Et soudain, quelque chose s'éclairait concernant la fête des mères. Non pas les mots prononcés par Colt, mais le silence. Pendant des mois, j'avais traité ce silence comme une décision prise sur le coup. Désormais, je n'en étais plus si sûr. Car un homme capable de voler discrètement quelqu'un pendant 25 mois est capable de rester silencieux face à presque tout. Sutton m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit de m'envoyer le rapport d'expertise complet. Je l'ai lu ce soir-là, attablé dans ma cuisine. Chaque page, chaque transaction, chaque date. Je l'ai lu de la même manière que j'avais lu mon tout premier contrat de fret à 31 ans. Lentement, intégralement, sans sauter les passages les plus difficiles à digérer. Quand j'ai eu fini, j'ai refermé le dossier et je me suis assise dans le calme de mon appartement de Midtown. Et j'ai senti passer dans ma poitrine quelque chose qui n'était ni de la tristesse ni de la rage. C'était de la détermination. Une détermination totale, structurée, absolue. Et Graham Ellsworth n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Sutton a déposé le dossier un lundi. J'en connaissais le calendrier. J'avais approuvé chaque document, examiné chaque pièce jointe, confirmé chaque chiffre du rapport comptable avant qu'il ne soit relié et soumis. La demande de divorce, la plainte pour fraude, les 2 niveaux d'audit comptable présentés comme pièces à conviction,
l'injonction de gel de Whitfield Supply Partners en attendant l'enquête complète. Je savais ce que contenait cette liasse comme je connaissais chaque ligne des statuts fondateurs de Tillman Logistique, car je l'avais lu en entier et rien de ce qui s'y trouvait n'était le fruit du hasard. Je me suis réveillé le mardi matin et j'ai préparé du café. Non pas pour me donner une contenance calme, mais parce que j'étais calme. C'est une nuance que la plupart des gens n'ont jamais l'occasion de ressentir. La différence entre s'imposer le calme et y parvenir naturellement. Je m'étais préparé pour ce mardi depuis 3 mois et 2 semaines, et je n'avais plus rien à redouter. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Tout ce qui devait être documenté l'avait été. Il ne restait plus que le temps ordinaire, et j'avais bien l'intention de le vivre pleinement, sans m'en excuser. J'ai appelé le vet à 9 heures. Nous avons discuté pendant 30 minutes d'un nouveau contrat de logistique dans le sud-est qu'elle était en train d'élaborer, un distributeur régional de fournitures médicales à la recherche d'un transporteur partenaire ayant notre envergure et notre historique de conformité. Du vrai travail. Le genre de contrat que Tillman Logistique avait été conçu pour honorer, obtenu par les canaux appropriés, selon les procédures adéquates. Le vet avait préparé les chiffres préliminaires et ils étaient prometteurs. Je lui ai dit de passer à l'étape suivante. Elle m'a répondu qu'elle aurait une proposition complète d'ici la fin de la semaine. Je n'ai pas mentionné ce qui se tramait à Buckhead. Elle non plus. À 9h47 du matin, un huissier de justice a frappé à la porte de la maison qui m'appartenait à Buckhead, en Géorgie. C'est Graham Ellsworth qui a ouvert. Avery Whitfield se trouvait quelque part dans cette maison. J'ignorais dans quelle pièce, ce qu'elle y faisait, ou la géographie exacte de sa présence dans un espace pour lequel elle n'avait jamais remboursé la moindre mensualité de prêt. Ce que je sais, c'est qu'elle y était et que le dossier juridique remis à Graham sur le pas de la porte comprenait son nom à elle, l'enregistrement de sa SARL. Et un rapport comptable judiciaire documentant chaque dollar qui avait transité par cette entité enregistrée à son nom sur une période de 11 mois. Je n'étais pas là pour voir sa tête. Je n'en avais pas besoin. À 11h15, j'ai conduit jusqu'à Inman Park et je me suis garé dans la rue devant le restaurant où Odessa et moi avions nos habitudes depuis 11 ans. L'hôtesse nous connaissait par nos prénoms. Elle nous a installés à la table près de la fenêtre latérale sans que nous ayons à demander. Odessa était déjà là, avait déjà son verre d'eau, et affichait déjà cette mine propre à une femme qui savait exactement quel jour on était et qui avait décidé qu'un bon déjeuner était la réponse idéale à y apporter. Nous avons parlé de la nouvelle clôture de sa voisine, qui dépassait apparemment de 3 pouces sur sa ligne de propriété et qui était devenue une source de tension locale majeure. Nous avons parlé d'un documentaire qu'elle avait regardé le week-end précédent. Nous avons parlé du crumble aux pêches, dont la qualité avait été irrégulière ces temps-ci et dont nous avons toutes deux convenu qu'il méritait d'être mentionné. À 11h47, mon téléphone s'est éclairé sur la table entre nous. Un SMS, le nom de Sutton, 2 mots, signifiés. Puis un second message est apparu, plus court que le premier, son avocat a appelé dans les 15 minutes. Je l'ai regardé un instant, non pas parce que cela me surprenait, mais parce que cela confirmait quelque chose. Les gens qui se croient préparés appellent rarement leur avocat 15 minutes après avoir ouvert un pli de justice. Les gens qui sont vraiment préparés appellent avant. J'ai pris le téléphone. Je l'ai posé face contre la nappe blanche et j'ai regardé Odessa de l'autre côté de la table, elle qui m'observait avec ce calme propre à une femme qui a fait un long bout de chemin aux côtés de quelqu'un, et qui sait quand il faut parler et quand il faut simplement être là. J'ai repris ma fourchette. Nous avons fini de déjeuner. Colt m'a appelé à 20h14 un mardi soir. Je connais l'heure exacte parce que je venais de poser mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et de m'en éloigner au ce genre de distance délibérée que l'on met entre soi et un appareil quand on sait qu'il va sonner et qu'on a besoin d'un instant pour s'y préparer. Je m'attendais à ce que Graham réagisse d'une manière ou d'une autre après la signification de la plainte. Je ne m'attendais pas à ce que cela retombe sur Colt dès 20h le jour même. J'ai répondu dès la première sonnerie. Il n'avait pas l'air paniqué comme aurait pu l'être une version plus jeune de lui-même. Sa voix était calme, contenue, de cette manière prudente propre à quelqu'un qui a déjà traversé le pire et se contente désormais d'en faire le compte rendu depuis l'autre rive. Il m'a raconté que Graham était rentré en milieu d'après-midi, que leur conversation avait été brève, que Graham n'avait pas élevé la voix où il n'en avait pas eu besoin, la froideur ayant eu le même impact que des cris tout en laissant moins de traces. Graham n'avait pas cherché à savoir ce que Colt m'avait dit. Il ne l'avait accusé directement de rien. Et had simply made the architecture of the situation clear.
que ses priorités avaient changé, la maison prenait une direction qui exigeait certains ajustements, la présence continue de Colt compliquait ces ajustements d'une manière qui n'était plus gérable. C'était poli, précis, et dévastateur de cette façon bien particulière dont seul un parent peut anéantir son enfant non pas par la cruauté, mais par une indifférence enrobée de propos raisonnables. Colt avait fait son sac et était parti avant le dîner. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé s'il était en sécurité. Il m'a répondu que oui. Il était assis dans sa voiture sur un parking près de Peachtree, ce qui n'était pas une solution à long terme, mais c'était là qu'il se trouvait. Je lui ai dit de ne pas bouger. J'ai appelé la résidence d'appartements meublés de Midtown que Sutton avait utilisée pour reloger un client l'année précédente. Des baux de courte durée, propres, bien gérés, le genre d'endroit qui ne pose aucune question sur les circonstances qui vous y amènent. Il y avait un studio de libre. J'ai donné mes coordonnées bancaires par téléphone et j'ai confirmé la date d'effet du bail pour le lendemain matin, avec 2 semaines payées d'avance. Puis j'ai rappelé Colt pour lui donner l'adresse. Je ne lui ai pas dit d'où venait l'argent. Je ne lui ai pas expliqué les détails de l'accord, je n'y ai pas attaché de conditions, et je n'ai pas profité de l'occasion pour dire quoi que ce soit sur ce que son père avait fait ou sur ce que je faisais pour y remédier. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il aurait pu voir ou entendre d'autre dans cette maison. Je n'ai pas mentionné le nom de Sutton. Je n'ai pas mentionné l'affaire. Je lui ai demandé s'il avait mangé. Il m'a répondu que non. Je lui ai dit qu'il y avait un petit restaurant à 2 pâtés de maison de l'adresse de Midtown, qui fermait tard, servait de la bonne cuisine, et qu'il ferait mieux d'y aller avant toute autre chose. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Pourquoi fais-tu cela ?» Je lui ai répondu que c'était simplement la bonne chose à faire, et que je n'avais jamais eu besoin d'autre raison que celle-là. Il n'a pas répondu tout de suite. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil, assis sur un parking près de Peachtree avec un sac sur la banquette arrière, rejeté par un père qu'il avait congédié avec la même efficacité qu'un homme clôturant un compte dont il n'a plus l'utilité. He thought about the mother's table. He thought about the word he had said and the silence that had followed them and the drive to Odessa's house and everything that had happened in the month between that night and this one. Les mots comptaient toujours, je veux être clair là-dessus. L'aider ne signifiait pas les oublier. Cela ne signifiait pas les excuser. La douleur était réelle, les dégâts étaient réels, et le travail nécessaire pour comprendre ce qui s'était passé à cette table lui appartenait toujours. Mais aucun de ces éléments ne changeait la réalité immédiate d'un jeune homme de 21 ans assis seul sur un parking parce que le parent en qui il avait confiance l'avait jugé encombrant. Puis j'ai réfléchi à qui j'étais ou non pas la personne que Graham avait décidé que j'étais, ni celle que Colt avait dépeinte à cette table, mais celle que j'étais réellement, forgée par tout ce que j'avais construit, traversé et décidé. Cette femme-là ne laissait pas un jeune de 21 ans seul sur un parking. Je lui ai souhaité une bonne nuit et je lui ai dit que le studio serait prêt pour 9 h le lendemain matin. Puis j'ai raccroché et j'ai fini de préparer le dîner, comme n'importe quel autre mardi. Sutton m'a appelé un vendredi matin, 11 jours après la signification de l'acte. J'étais à mon bureau dans l'appartement de Midtown, en train d'étudier une révision de contrat envoyée par Levette lorsque l'appel est arrivé. Sutton n'a pas commencé par des formules de politesse. Elle ne le faisait jamais. Elle a simplement dit, il y a du nouveau. J'ai posé mon stylo. Avery Whitfield avait pris son propre avocat. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé l'information se poser, de la même manière qu'on laisse refroidir un plat brûlant avant de le manipuler. Sutton m'a expliqué la situation de manière factuelle. Avery avait vu un huissier associer son nom à une procédure judiciaire comprenant une SARL gelée, un audit comptable et une plainte pour fraude l'identifiant comme l'agent enregistré de l'instrument financier par lequel 520 000 $ avaient été détournés. Elle n'était pas à l'origine de la combine, mais son nom était le véhicule par lequel la fraude s'était opérée, et aucun avocat consulté ne lui aurait dit que l'inaction était une stratégie viable. Elle avait engagé un avocat dans les 72 heures suivant la signification. Au début, elle n'avait pas coopéré. Cette partie m'a surprise. Sutton m'a dit que l'avocat d'Avery avait d'abord abordé l'affaire avec prudence, demande d'informations, questions, production limitée de documents, le comportement classique de quelqu'un qui cherche encore à déterminer si la personne qu'il défend lui dit la vérité. Puis les choses ont changé et elle s'est mise à coopérer, sans réticence et de façon complète. Sutton m'a dit que l'avocat d'Avery avait agi très vite une fois qu'il avait examiné la plainte. Très vite, parce qu'il y avait un point qu'Avery n'avait pas compris avant de s'asseoir avec un avocat indépendant qui lui expose,
ligne par ligne, la réalité de ces risques pénaux. Whitfield Supply Partners portait son nom à elle, pas celui de Graham, l'enregistrement, l'accès au compte bancaire, les registres de l'entité. La piste de papier que Graham avait tracée passait par une SARL qui appartenait légalement à Avery Whitfield. Sutton m'a dit qu'Avery avait fourni ses SMS presque immédiatement après ce rendez-vous. Des messages qui dressaient un portrait bien plus clair que celui que Graham lui avait visiblement brossé. Il lui avait répété à plusieurs reprises que Whitfield Supply Partners était un simple accord de conseil, temporaire, administratif, routinier. Ce qu'il ne lui avait pas expliqué, c'était à quel point la totalité du risque juridique reposait sur elle. Et ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était que dès que des avocats s'en mêleraient, quelqu'un finirait par le lui expliquer. Selon les documents fournis par Avery, leur relation s'était détériorée rapidement après la signification des actes. Il y avait d'arguments, des interrogations, des demandes d'explications auxquelles Graham n'avait pas répondu directement. À un moment donné, he had suggested that because the LLC belonged to her, she was better positioned to explain certaines transactions than he was. Sutton a marqué une pause après m'avoir raconté cela. J'en ai immédiatement compris la portée. Avery had finally realized something important. If this collapsed, Graham intended to survive it. Whether she did or not was apparently négociable. Once she understood that, cooperation stopped being a moral decision and became a practical one. She provided account access record for Whitfield Supply Partners going back to the LLC's registration date. She provided communication, ou written communication, text exchange between herself and Graham about the entity, about the payments, about the arrangement I had presented it to her. And she had provided something that Sutton said carefully and precisely was particularly useful. Confirmation of what she had witnessed during Graham's conversation with Douglas Fitch about his legal positioning ahead of any divorce proceeding. Avery had been in that room. She had heard those conversations and because she was not Graham's client, nothing she heard in that room was protected. Sutton a marqué une pause après m'avoir raconté cela. J'en ai immédiatement compris la portée. Avery avait enfin réalisé un point capital, si tout s'effondrait, Graham avait bien l'intention de s'en sortir. Que ce soit son cas à elle ou non était manifestement négociable. Dès qu'elle eut compris cela, coopérer cessa d'être un choix moral pour devenir une décision purement pragmatique. Elle a fourni les relevés d'accès au compte de Whitfield Supply Partners depuis la date de création de la SARL. Elle a transmis les communications, les courriers écrits, les échanges de SMS entre elle et Graham au sujet de l'entité, des paiements, et de l'arrangement tel qu'il le lui avait présenté. Et elle a livré un élément que Sutton a qualifié, avec précision et mesure, de particulièrement précieux, la confirmation de ce dont elle avait été témoin lors des discussions de Graham avec Douglas Fitch au sujet de sa stratégie juridique avant toute procédure de divorce. Avery s'était trouvée dans cette pièce. Elle avait entendu ces conversations, et comme elle n'était pas la cliente de l'avocat de Graham, rien de ce qu'elle avait entendu dans ce bureau n'était couvert par le secret. J'ai demandé à Sutton ce que la coopération d'Avery impliquait pour le calendrier. Sutton m'a répondu que cela accélérait tout. Puis elle m'a parlé de Douglas Fitch. Fitch s'était officiellement désisté de la défense de Graham. Le motif invoqué était un conflit d'intérêts. Sa relation antérieure ne concernait pas cette affaire, il s'agissait d'une brève consultation que Fitch avait menée pour Avery personnellement par le passé, sans rapport avec la fraude ni avec la SARL. Un dossier suffisamment anecdotique pour ne pas poser de conflit tant que Graham était son unique client dans cette affaire. Mais à la seconde où Avery était devenue une partie coopérante opposée aux intérêts de Graham, cette relation passée avait créé un conflit direct et insoluble. Fitch n'avait pas eu le choix, il avait déposé son acte de retrait et s'était retiré du dossier. Graham se retrouvait désormais sans son avocat d'origine, et la femme qu'il avait choisie au détriment de son mariage, de son fils, et de 16 ans de travail et de confiance d'autrui se tenait à présent de l'autre côté de la table face à ses risques juridiques. Flanqué de son propre avocat et armé de ses propres raisons de dire la vérité. Non pas parce que je lui importais, non pas parce qu'elle s'était découvert une conscience, mais parce que Graham avait fini par la traiter de la même manière qu'il était mérité, comme un élément jetable. Et chaque document, chaque message, chaque transaction ayant transité par Whitfield Supply Partners était désormais en la possession de Sutton par les voies légales de communication des pièces. Sutton s'est tué et a attendu. J'ai regardé par la fenêtre la silhouette d'Atlanta, cette ville dans laquelle j'évoluais depuis 22 ans,
celle où j'avais bâti quelque chose à partir d'un contrat unique et d'un plan d'affaires réécrit 11 fois. Graham s'était implanté dans cette ville grâce à moi, il avait accédé au tissu commercial d'ici via mon entreprise, mes relations, mon nom, et s'était servi de tout cela pour construire un système conçu pour lui survivre en mon absence. Il n'avait pas envisagé que les personnes dont il se servait finiraient par faire le calcul de leurs propres risques et choisiraient leur propre survie plutôt que la sienne. La plupart des gens, lorsqu'ils ont peur, choisissent leur propre intérêt. Je me suis détourné de la fenêtre. J'ai demandé à Sutton ce que nous faisions ensuite. Elle me l'a expliqué. J'ai écouté chaque mot sans l'interrompre. Quand elle eut fini, j'ai posé 2 questions de clarification, validé le calendrier et lui ai dit de lancer les opérations. Puis je me suis remise à la révision du contrat envoyé par Levitt, et je l'ai terminé avant le déjeuner. Sutton m'a dit que je n'étais pas obligé de m'y rendre. Elle l'a dit de sa voix habituelle, c'est-à-dire de manière neutre, sans aucune pression d'un côté ou de l'autre. La plainte était déposée, les preuves étaient réunies et soumises, et l'injonction était toujours en vigueur. La coopération d'Avery avait verrouillé les pièces à conviction d'une manière que le nouvel avocat de Graham comprendrait forcément s'il avait lu attentivement le dossier. Sutton avait tout de même besoin de cette rencontre, mais elle ne lui apporterait rien qu'elle n'ait déjà. Je lui ai dit que j'irais quand même. Elle s'est tue un instant. Puis elle a dit qu'elle m'accompagnerait et que je ne devais rien dire au-delà de ce qu'elle m'autoriserait à formuler. Je lui ai répondu que je comprenais. Le bureau de médiation se trouvait à Midtown. Un terrain neutre trouvé par le nouvel avocat de Graham, un homme dont je n'avais pas entendu le nom avant cette affaire et dont le ton mesuré et prudent lors de notre appel préliminaire m'avait indiqué qu'il avait étudié le dossier et connaissait déjà l'ampleur de ce qui l'attendait. Nous nous sommes installés autour d'une table de conférence, Sutton à mes côtés, Graham en face de nous, flanqué de son avocat à sa gauche. Je n'avais pas vu Graham Ellsworth depuis 4 mois. L'homme assis de l'autre côté de la table n'était pas celui qui s'était tenu en bout de ma salle à manger et avait tendu la main vers son verre pendant que son fils tenait les propos que l'on sait. Cet homme-là arborait l'assurance bien spécifique de celui qui estime que les lieux lui appartiennent, peu importe le nom inscrit sur l'acte de propriété. Cet homme-ci était ce qu'il restait de 4 mois de débâcle de son plan. Plus mince, prudent dans ses mouvements, enveloppé de l'immobilité particulière de quelqu'un qui a cessé de faire confiance à ses propres instincts car ses instincts lui avaient répété qu'il gagnait, jusqu'à la seconde où tout avait basculé. Il m'a regardé quand je me suis assise. Je l'ai fixé en retour sans laisser transparaître la moindre émotion. Son avocat présenta l'offre avec un calme professionnel, restitution intégrale des fonds de Whitfield Supply Partners, soit la totalité des $340 000, ainsi qu'une reconnaissance écrite et encadrée de la facturation fantôme, présentée comme une erreur comptable réglée par la voie civile. En échange, Marley Tillman retirerait sa plainte pour fraude. Le divorce se poursuivrait selon une procédure de dissolution classique, sans autre litige, et les 2 parties se sépareraient à l'amiable. Puis Graham a prononcé les premiers mots que j'entendais de sa bouche depuis 4 mois. Il a dit qu'il savait que les choses avaient échappé à tout contrôle. Échappé à tout contrôle, pas qu'elles étaient malhonnêtes, délibérées ou injustes, simplement qu'elles avaient échappé à tout contrôle. Je l'ai regardé dire cela. Je l'ai observé choisir ces mots et j'ai compris une chose immédiatement, il croyait encore que la situation était rattrapable. Pas son mariage, ni même l'amitié qui aurait dû lier 2 personnes ayant partagé leur vie, mais sa réputation, son avenir, les conséquences directes. C'était cela qu'il cherchait à sauver. Puis son avocat a enchaîné, Graham conserverait une recommandation professionnelle de Tillman Logistique pour ses futurs entretiens d'embauche. À l'énoncé de cette dernière condition, quelque chose s'est posé en moi, comme si ma lucidité atteignait son niveau ultime. Une recommandation après 25 mois de vol systématique au détriment d'une entreprise que j'avais bâtie bien avant qu'il n'entre dans ma vie. Après l'épisode de la fête des mères, après Colt abandonné sur un parking près de Peachtree avec son sac sur la banquette arrière, après tout ce qui était réuni dans ce dossier d'expertise que Sutton avait mis 3 mois à monter ligne par ligne, il voulait une lettre de recommandation. Ce détaillement a pris plus sur Graham Ellsworth que 4 ans de mariage ne l'avait fait. Il ne comprenait toujours pas ce qu'il m'avait pris. Il avait conceptualisé tout cela dans son esprit comme un litige financier entre 2 personnes qui avaient fait des choix différents. Il n'avait pas une seule fois, pas dans cette pièce, pas dans le moindre échange par l'entremise de ses avocats, reconnu que ce qu'il m'avait pris n'était pas seulement de l'argent. C'était l'accès à ce que j'avais créé, mon accès, ma confiance. Mon nom rattaché à une entreprise elle-même liée à une fraude qu'il avait échafaudée au cœur d'une vie où je l'avais invité.
L'avocat eut fini de parler. La pièce resta silencieuse un instant. Personne ne bougea. Puis Graham m'a regardé droit dans les yeux. Pas Sutton, pas son avocat, moi. Et il a dit une phrase à laquelle j'ai souvent repensé depuis, je n'aurais jamais pensé que cela finirait ainsi. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste de la déception de voir que l'issue ne tournait pas en sa faveur. C'est à ce moment précis que j'ai cessé de me demander s'il restait encore quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Puis j'ai remercié son avocat pour son temps. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et je suis sorti de la salle de conférence sans jeter un seul autre regard à Graham. Une fois dehors, j'ai appelé Odessa. Je lui ai dit, il a proposé de tout rendre. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as dit? J'ai répondu, rien. Je suis juste parti. Elle a ri. Pas d'un grand rire, juste de ce petit rire précis d'une femme qui attendait depuis longtemps d'entendre exactement ces mots. J'avais commandé la même chose que d'habitude dans ce café de Decatur. Un café torréfaction moyenne, sans sucre, et une place près de la fenêtre si possible. Il y en avait une de libre. J'y étais installé quand mon téléphone s'est allumé sur la table à côté de ma tasse. 10h22 du matin. Le nom de Sutton. Je l'ai pris et je l'ai lu une fois. Puis j'ai reposé l'appareil et j'ai regardé par la fenêtre le trafic ordinaire du mardi matin s'écouler dans Decatur. Des automobilistes effectuant des créneaux. Une femme promenant un chien qui s'était arrêté pour inspecter le bas d'un lampadaire. Un camion de livraison arrêté le long du trottoir, feu de détresse allumé. Tout cela restait d'une indifférence totale face à ce qui venait d'apparaître sur mon écran. L'injonction avait été accordée. Whitfield Supply Partners s'était gelé. Les 340 000 $ qui avaient transité par cette SARL en l'espace de 11 mois étaient identifiés et faisaient l'objet d'une procédure de recouvrement civil. La demande de droit de propriété formulée par Graham au titre des acquêts matrimoniaux sur Tillman Logistique avait été examinée et rejetée. Le message de Sutton comprenait un détail supplémentaire, l'avocat de Graham avait tenté un argument de dernière minute, soutenant que la croissance de l'entreprise durant le mariage était indissociable de l'implication opérationnelle de Graham. Et que certains documents démontraient un niveau de contribution stratégique bien supérieur à celui d'un simple employé. Le tribunal avait examiné les contrats de travail, les relevés de rémunération, les déclarations de propriété, l'historique de la société, et avait rejeté cet argument en bloc. Le tribunal a estimé qu'il n'existait aucune base légale pour un partage équitable d'une entreprise fondée 7 ans avant le mariage par sa propriétaire unique, qui avait rémunéré son directeur opérationnel au prix du marché tout au long de son emploi. Le système de facturation fantôme avait été officiellement intégré au jugement civil. Le montant total de la fraude identifiée sur les deux niveaux était de 520 000 $. La majeure partie de cette somme était recouvrable par le biais de la procédure civile et des conditions de l'accord structuré que Sutton négociait en parallèle. Je suis resté pensive le temps qu'il a fallu au camion de livraison dehors pour redémarrer et s'éloigner du trottoir. Puis j'ai laissé un pourboire sur la table, j'ai repris mon gobelet et je me suis dirigé vers ma voiture. Je n'avais pas planifié ce que j'allais faire ensuite. C'était ce qu'il y avait de plus vrai là-dedans. Je n'ai pas passé d'appel, je n'ai consulté personne et je n'ai pris aucune décision consciente. Je me suis simplement retrouvé à emprunter l'itinéraire que je parcourais depuis 16 ans pour sortir de Decatur par le nord-ouest, cet enchaînement précis de virages si profondément ancré dans mon corps que j'aurais pu le faire les yeux fermés. Et lorsque je me suis garé sur le parking de Tillman Logistique, je suis resté assise dans la voiture un moment avant d'en sortir. Le bâtiment avait exactement la même apparence que d'habitude. C'est ce constat qui m'a ébranlé, là, sur ce parking. Pas un sentiment de triomphe, pas de soulagement, mais quelque chose de plus calme et de plus durable que tout cela. J'avais bâti cette entreprise, je l'avais sortie de terre à partir d'un contrat de fret unique et de 11 versions d'un plan d'affaires, au prix d'années de réveils matinaux, d'appels tardifs. De décisions prises avec des données incomplètes et de cette opiniâtreté bien spécifique propre à une femme qui s'était dit que ce qu'elle construisait méritait qu'on s'y consacre entièrement. Graham avait passé 25 mois à essayer de la vider de sa substance de l'intérieur. Elle était toujours debout. Je suis sorti de la voiture. J'ai traversé le parking sous le soleil matinal et je suis resté un moment devant l'entrée principale, la main posée sur la porte, sentant la fraîcheur de la vitre sous ma paume. Et je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ce que signifiait le fait de revenir vers quelque chose que l'on avait été prêt à perdre plutôt que de transiger sur son intégrité pour le garder.
Puis j'ai ouvert la porte. Levette se tenait à quelques mètres de l'entrée. Elle savait que je venais. J'ignorais comment, car je n'avais pas prévenu, mais elle se tenait là avec l'aplomb particulier d'une femme qui avait gardé un bien précieux en dépôt et s'apprêtait maintenant à le restituer à sa légitime propriétaire. Elle n'a pas fait de discours. Moi non plus. Elle m'a simplement dit « Bon retour ». J'ai hoché la tête une fois. Nous sommes entrés ensemble, je me suis assise au bureau qui avait toujours été le mien et j'ai ouvert le premier dossier que Levette a posé devant moi. Il y avait du travail. Il y en avait toujours eu. C'était la seule chose que personne ne pouvait me prendre. Il avait préparé du café avant mon arrivée. Ce détail m'a marqué en entrant. Ce petit geste intentionnel d'un jeune homme à qui l'on avait appris, sous toutes ses autres facettes, que l'on prépare quelque chose pour son invité. Le studio meublé était bien rangé, de cette manière appliquée propre à quelqu'un qui s'efforce de prouver qu'il prend la situation au sérieux. Un manuel d'études sur la table, une confirmation d'inscription imprimée sur le comptoir de la cuisine bien visible sans avoir été déplacée, mais sans avoir été posée là de façon ostentatoire non plus. Il était en train de construire quelque chose. C'était modeste, c'était tout récent, et c'était honnête. Il a versé le café, nous nous sommes assis et il a fixé sa tasse. Je l'ai laissé un moment face à son embarras. Sans cruauté, je n'étais pas là pour le punir. Mais certains silences appartiennent de droit à la personne qui a provoqué la nécessité d'avoir cette discussion. Et j'avais traversé tout Atlanta pour dire des vérités qui méritaient d'être exprimées dans ce genre de calme absolu. Quand j'ai pris la parole, je n'ai pas édulcoré mon entrée en matière. Je lui ai dit ce que ces mots m'avaient coûté. Non pas dans le jargon général des sentiments blessés, mais dans le récit précis et brut de ce que l'on ressent à se faire traiter de briseuse de ménage à une table que l'on a achetée, dans une maison qui vous appartient, le seul jour de l'année conçu pour vous honorer. Je lui ai dit ce que c'était que de voir sa couleur de peau désignée comme une insulte. Non pas son comportement, ni un acte ou une parole, mais son visage le fait brut de sa négrité brandi comme une irritation par un garçon que l'on a habillé, nourri et soutenu sans condition pendant 3 ans. Je lui ai dit ce que c'était que de se tourner vers l'homme assis en bout de table et de le regarder tendre la main vers son verre. Colt n'a pas bougé pendant que je parlais. Il a gardé les yeux fixés sur la tasse devant lui et a eu la décence de ne pas s'en détourner, ce que j'ai respecté. Une moins bonne version de lui-même aurait tenté de m'interrompre, d'expliquer le contexte ou de s'excuser prématurément pour soulager son propre malaise plutôt que de recevoir réellement ce que j'avais à lui dire. Il n'a rien fait de tout cela. Il est resté là à encaisser. Une fois la partie difficile terminée, j'ai laissé s'écouler un moment. Puis je lui ai dit que je savais ce qu'on lui avait fait subir. Non pas pour l'excuser, et j'ai bien précisé cette distinction avant de poursuivre. Je lui ai dit que je comprenais la structure de ce qu'il avait façonné. La manière bien particulière dont un homme comme Graham pouvait élever son fils pour qu'il perçoive certaines femmes à travers un prisme qui servait les intérêts de son père. La façon dont un garçon absorbe une vision du monde avant d'être assez mûr pour la remettre en question. La façon dont cette vision du monde est mise à l'épreuve et finit parfois par se briser lorsque la réalité refuse de s'y plier. Je ne le dédouanais pas de ses propos. Je nommais simplement la mécanique qui les avait engendrés afin qu'il puisse la voir telle qu'elle était. Non pas comme l'expression de ce qu'il devait obligatoirement rester, mais comme un édifice construit en lui qu'il avait désormais la possibilité de démanteler. Il a levé les yeux quand j'ai dit cela, pour la première fois depuis mon arrivée. Je lui ai dit que je n'étais pas son ennemi, que je n'allais pas disparaître, que ce qu'il ferait de ces informations relevait entièrement de son travail personnel, et que je n'allais pas le gérer à sa place ni attendre qu'il le fasse selon un calendrier qui servirait mon confort. Puis j'ai fini mon café et je me suis levé. Il a prononcé mon prénom alors que j'atteignais la porte, Marley, de la même manière qu'à Virginia Island, comme une porte qui s'ouvre. Je me suis retourné vers lui. Il a dit, « Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. » J'ai hoché la tête une fois, puis je suis parti. J'ai traversé la ville en voiture en début de soirée, sans allumer la radio. Je me suis garé, je suis monté et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement de Midtown, contemplant Atlanta qui se dessinait dans l'obscurité à travers des dizaines de milliers de fenêtres éclairées. Et j'ai remarqué que ce fardeau que je portais depuis la fête des mères avait été déposé quelque part, entre ce studio meublé et cette fenêtre. Je ne l'ai pas ramassé. Le divorce a été prononcé un jeudi. Sutton m'a appelé à 14 h pour me le confirmer alors que j'étais en train d'examiner une proposition de transporteur dont Levette avait besoin avant la fin de la journée.
J'ai remercié Sutton. Elle m'a dit qu'elle enverrait les documents définitifs par coursier au bureau. Je lui ai répondu que c'était parfait. Puis je me suis remise au dossier, car le vet l'attendait, et le travail ne s'arrête pas pour les affaires personnelles, mais j'avais toujours préféré qu'il en soit ainsi. Le jugement civil avait été rendu 2 semaines plus tôt. Graham avait consenti à un accord de remboursement échelonné que Sutton avait négocié avec une clause bien spécifique. Tout retard ou défaut de paiement dans le calendrier fixé donnait à Marley le droit de transmettre l'intégralité du dossier au bureau du procureur du district de Fulton en vue de poursuite pénale. Graham comprenait ce que cela impliquait. Il n'a manqué aucun versement, non pas parce que 25 mois de fraude systématique avaient fait naître en lui une quelconque prise de conscience de ses actes, mais parce qu'il n'avait pas les moyens de subir l'alternative, et qu'il était assez intelligent pour le savoir. Il a quitté Atlanta durant la 3e semaine d'octobre pour Columbia, en Caroline du Sud. Un poste opérationnel de niveau intermédiaire dans une entreprise de distribution où personne n'avait encore associé son nom à quoi que ce soit. Une ville plus petite, un salaire plus modeste, une version plus étroite de la vie qu'il s'était construite au sein de la mienne. Avery n'était pas avec lui. Ce qui avait pu exister entre eux n'avait pas survécu au poids de ce que la coopération d'Avery lui avait coûté à lui, et de ce que sa culpabilité exposée lui avait coûté à elle. Ils s'étaient servis l'un de l'autre pour des motifs différents. Et une fois ces bénéfices évaporés, il n'était resté que le vide. Il se réveillait chaque matin à Columbia, dans cette vie qu'il avait choisie plutôt que dans celle qu'il avait pillée. C'était sa peine. Et elle était tout à fait méritée. Les 340 000 $ de Whitfield Supply Partners ont été en grande partie récupérés grâce au jugement civil. Les 180 000 $ du système de facturation fantôme, cet argent plus ancien, plus discret, qui existait avant Avery, avant la SARL et avant que tout cela n'ait un nom, ont été partiellement récupérés par le biais du jugement, le solde étant garanti par l'échéancier de remboursement. Sutton avait tout ficelé de manière à ce que chaque dollar soit associé à un mécanisme de recouvrement. Rien n'avait été laissé au hasard ou à la bonne volonté. He invested a portion of the recovered funds into Tillman Logistics. Not all of it. A portion directed and deliberate, a partial expansion into a Gulf Coast corridor we had been positioned to ante for 2 years, but had not had the capital alignment to pursue cleanly. A senior logistics coordinator he had been delaying hiring for 8 months because the timing had not been right. Le genre de décision qu'une femme prend lorsqu'elle construit l'avenir, et non lorsqu'elle cherche à réparer le passé. Il y a une vraie différence dans la façon de ressentir ses choix. Et je savais exactement de quel type de décision il s'agissait. Odessa était exactement là où elle avait toujours été, les jeudis soirs, un plat sur le feu, les informations en sourdine. Certaines choses ne changent pas et ne sont pas censées changer. Colt suivait son programme de certification professionnelle, bâtissant quelque chose de modeste et d'honnête. Il appelait une fois par mois, brièvement, avec précaution. Les appels d'un jeune homme qui comprend qu'il évolue sur un sursis qu'il doit mériter, et qui ne veut pas le gâcher. J'ai répondu à chacun d'eux. En novembre, et Calden spent most of the conversation talking about an exam he had passed. Right before hanging up, et got quiet. Then he said he was sorry. Not for being young, not for being angry, for Mother SD, for what he said. J'ai écouté. Puis je lui ai dit que je savais. Aucun de nous n'a plus rien dit pendant un moment après cela. Parfois, les conversations les plus courtes sont celles qui pèsent le plus lourd. Le vet était à son bureau. Le dernier mardi d'octobre, je suis resté au bureau après le départ de tout le monde. Sans raison particulière. Il n'y avait pas d'occasion spéciale, pas d'anniversaire, pas d'échéance que j'aurais suivie. Je suis simplement resté parce que j'en avais envie, parce que j'avais passé 4 mois loin de ces murs et que je ne m'étais pas encore tout à fait habitué au simple bonheur d'y être de retour. Je me suis assise à mon bureau, dans le calme de cette 17e année d'exercice, et j'ai contemplé Atlanta qui s'illuminait dans la soirée, la ligne d'horizon, les lumières s'allumant quartier par quartier au fur et à mesure que l'obscurité s'installait. Cette ville où j'étais arrivé à 26 ans avec un contrat de fret, un plan d'affaires, et cette opiniâtreté bien particulière d'une femme qui avait décrété que ce qu'elle bâtissait valait tous les sacrifices. Je l'avais protégée contre tout ce qui s'était tramé au sein de ma propre maison, à ma propre table, par des personnes à qui j'avais accordé l'accès à tout ce que j'avais créé. Je l'avais protégée. Je ne ressentais pas de triomphe assise dans ce bureau. Je ne cherchais pas à afficher de la gratitude,
de la paix ou l'un de ces sentiments qu'une femme ait cessé manifester au terme d'une épreuve pour donner l'impression que la fin est accomplie. J'étais simplement une femme à son bureau, à la fin d'un mardi, au cours de la 17e année d'une entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien. C'était suffisant. Cela l'avait toujours été.